La panique sur les marchés financiers, la panique au plus haut niveau de la politique suite à la crise du coronavirus m'incite à revenir sur le sujet. J'avais annoncé dans les vidéos numéro 78 et 74, 78 sur les banques françaises en faillite et 74 sur l'apocalypse financière, que nous étions dans une économie de bulles qui allait éclater, bulle immobilière, bulle obligataire, bulle au niveau des actions, et la bulle effectivement elle est en train d'éclater, la bulle n'attendait que son épingle, et l'épingle apparemment était et le coronavirus, voilà, mais ça aurait pu être autre chose, mais de toute façon la correction devait avoir lieu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelles sont les conséquences sur la santé. Deuxième point, les conséquences économiques de cette crise du coronavirus. Et le troisième aspect, les conséquences politiques, qui sont beaucoup plus importantes. On va voir que nous sommes aujourd'hui à la veille d'un changement de paradigme, à la veille d'une révolution qui ne sera pas une révolution franco-française, mais véritablement une révolution mondiale, qui aura des conséquences dans tous les grands pays industrialisés. Nous allons connaître au niveau mondial ce que a connu l'Union soviétique et les pays du Comecon, de la communauté économique d'Europe orientale soviétique dans les années 1989-1991, donc avec 20-30 ans de retard, de décalage dans le temps. Eh bien nous allons connaître la même chose. C'est parti. Sur l'aspect médical, le coronavirus n'est pas si mortel que ça, puisqu'il y a 2 à 3% des personnes contaminées qui finissent par décéder, ce qui n'est pas un taux de mortalité très très élevé. Par contre, il a une caractéristique très importante, c'est qu'il se transmet très facilement, comme la grippe, et surtout, il ne se déclenche pas tout de suite. Donc on peut avoir pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, des porteurs sains qui vont faire vivre, le virus va vivre à l'intérieur de leur organisme et va pouvoir se transmettre à un très grand nombre de personnes. J'ai appris récemment qu'une personne en Corée du Sud avait été identifiée comme ayant donné le virus à 50 autres personnes. Donc cette caractéristique, c'est une caractéristique qui correspond aux objectifs des armes virales étudiées par les grandes nations, notamment l'Union soviétique autrefois, la Russie, les États-Unis ou la Chine. Je reviens pas sur le sujet, c'est le sujet que j'avais abordé lors de la précédente vidéo sur le coronavirus. Pour moi, ce virus est vraisemblablement d'origine de manipulation militaire, d'autant plus qu'aujourd'hui on apprend qu'il contiendrait certaines caractéristiques du sida, donc à la fois du sida qui est un virus simiesque à l'origine et d'un virus d'origine de chauve-souris, donc c'est pas ça sent vraiment la manipulation et la fabrication d'origine militaire. Le président Xi Jinping a déclaré la guerre et l'état de guerre en Chine. Donc c'est l'état de guerre aujourd'hui, c'est l'armée qui contrôle tout, l'armée qui est mise en avant, l'armée du peuple, la grande armée populaire, l'armée du peuple qui est également décapitée, puisqu'on en profite pour éliminer un certain nombre de hauts gradés de l'armée. Donc il y a peut-être anguille sous roche à ce niveau-là, mais on n'en sait pas plus. Sur le plan de la santé, demain il peut y avoir effectivement 10 millions, 100 millions, peut-être même 1 milliard de personnes contaminées sur Terre, ce qui pourrait faire, comme pour la grippe espagnole en 1919, quelques dizaines de millions de morts à l'échelle de la planète, peut-être même quelques centaines de millions de morts, c'est une possibilité. Ce que l'on sait sur ce type de virus, c'est que sa grande qualité, c'est donc de se répandre très facilement et de ne pas se déclencher tout de suite dans l'organisme, contrairement à des virus comme Ebola, par exemple, où la personne contaminée va décéder très rapidement parce que le virus va se multiplier dans l'organisme à très grande vitesse. Ce n'est pas le cas de ce type de virus qui évolue très très lentement. Alors c'est une force pour le virus parce que c'est une force pour la propagation, mais c'est en même temps une faiblesse parce que les organismes peuvent également avoir le temps de se défendre. Et c'est ce qui explique le faible taux de mortalité, 2 à 3%, parce qu'un certain nombre de personnes en bonne santé, et Dieu sait si il faut avoir, pour avoir un esprit sain, il faut aussi avoir un corps sain, donc pas se gaver de poison de type tabac, alcool, drogue bien évidemment. Également prendre des vitamines C, c'est comme ça qu'on combat
l'ensemble des virus qui frappent chaque année et chaque hiver tous les citoyens quasiment, gastro-entérite, grippe, on se soigne par la vitamine C, donc citron, hein, consommer un citron pressé dans un grand verre d'eau hein, le matin, c'est très bon. Le kiwi, hein, les oranges, ce genre de produits. Et puis il faut également être uriné 2 litres, à peu près 2 litres d'eau par jour, puisque les reins filtrent le sang et élimine toutes les toxines et les virus ou les déchets des virus en font partie. Donc il faut penser à cela. Donc un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, hein, et c'est comme ça qu'on arrive à survivre chaque année au virus qui nous frappe. Je rappelle, le virus de la grippe fait 12 000 morts chaque année en France. Et fait plusieurs millions de morts à l'échelle planétaire. Donc il est tout à fait possible que ce coronavirus fasse aussi bien ou pire, ou peut-être même bien pire, peut-être 10 fois pire, on verra. Mais les personnes qui sont en bonne santé et qui prennent des précautions d'usage devraient, en tout cas la majorité, devraient quand même survivre. Je suis quand même optimiste à ce niveau-là, et d'autant plus que les déplacements internationaux ont été singulièrement réduits, ce qui conduit un certain nombre de compagnies aériennes, ce qui conduit un certain nombre d'hôtels au bord de la banqueroute, et ce qui a d'ores et déjà conduit à 300 millions de Chinois qui se retrouvent aujourd'hui au chômage technique, parce que ce sont en général des petits sous-traitants ou un petit peu des salariés ubérisés qui n'ont plus d'employeurs, qui n'ont plus de revenus, et qui sont des travailleurs migrants, donc à l'intérieur de la Chine, qui sont obligés de retourner et qui ont été obligés de retourner dans leur campagne et qui ne peuvent plus en partir aujourd'hui parce que les déplacements sont interdits, et puis de toute façon personne ne les embaucherait dans les centres-villes. Donc voilà la situation. Alors la transition est toute faite avec l'économie, c'est que l'économie chinoise est aujourd'hui pratiquement complètement par terre, puisque ça fait 1 mois que la crise s'est déclenchée de manière importante et que l'on a mis en quarantaine plusieurs dizaines de millions de Chinois, et aujourd'hui plusieurs centaines de millions de Chinois dans la pratique, et même quasiment la totalité de la Chine. Donc l'économie est complètement par terre, il va y avoir un grand nombre de faillites d'entreprises, et là, les autorités vont se retrouver, que ce soit en Chine, mais ça va venir aussi en Europe ou aux États-Unis, confrontées à un choix. Soit elles laissent crever les entreprises, et à ce moment-là, la reprise qui surviendra une fois que cette crise la crise virale en tant que telle sera passée ou sera moindre, soit la reprise sera lente, très lente et mettra des années, soit les États vont intervenir de manière forte, et elles vont prêter aux entreprises à taux zéro des sommes très importantes, des sommes illimitées. Ce que les banques centrales font déjà vis-à-vis des États, c'est-à-dire on prête à taux zéro des quantités astronomiques de capitaux, eh bien les banques centrales vont peut-être le faire demain pour les entreprises. Donc soit on a un risque corporate, donc de faillite d'entreprise, soit on va avoir un risque cette fois-ci monétaire et inflationniste, parce que naturellement si la banque centrale se met à prêter des milliards et des dizaines de milliards et des milliers de milliards de dollars, d'euros aux entreprises en difficulté, eh bien cet argent va se retrouver circuler dans l'économie, ce qui va provoquer une inflation des prix à la consommation, des prix des biens et des services que vendent les entreprises. Et là, ça sera la destruction de la monnaie. Et on va voir exploser à la hausse les cours de l'or, les cours du bitcoin. La première vidéo que j'ai faite, commandant Aubenas, la vidéo numéro 1, c'est sur le bitcoin à $1 million. Parce que je fais le pari à long terme de l'inflation et de l'hyperinflation monétaire produite par les banques centrales. Donc je ne sais pas ce que vont faire les autorités politiques aux États-Unis, en Europe, en Chine ou au Japon ou ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt soit on a une mort rapide, qui est celle de la faillite d'entreprise, soit on a une mort lente, qui est la mort inflationniste, mais qui est la mort des États et qui est la mort des monnaies. Parce que quand la monnaie s'écroule, et nous avons connu cela en Europe à l'époque des heures les plus sombres de notre histoire, entre guillemets, à l'époque de la République de Weimar, à l'époque de l'Autriche, et à l'époque où la Hongrie, dans les années 20, connaissait l'hyperinflation, eh bien, tous ces pays qui ont connu l'hyperinflation ont basculé dans le nazisme ou dans le totalitarisme. Et j'en viens donc à mon 3e point, qui est la conséquence politique de cette crise économique. La conséquence, c'est que soit on va avoir des États qui vont basculer vers une forme de national-socialisme, soit on va avoir des États qui vont aller vers l'âge d'or.
c'est-à-dire vers la désétatisation et la défiscalisation de l'économie. Donc on va aller soit dans un sens de plus de régulation, plus de taxation, plus de répression, et avec des camps de concentration à la clé et avec des régimes totalitaires à la clé, soit on va vers une libéralisation, c'est-à-dire on va permettre aux citoyens, on va donner aux citoyens la véritable liberté d'expression, ce qui aujourd'hui est de plus en plus contesté, et on le voit comment les gouvernements attaquent les réseaux sociaux. On va aller vers des citoyens qui pourront se défendre face à des agressions. Donc on va donner, soit on donne plus de pouvoir aux citoyens, soit on va leur enlever du pouvoir et on va le mettre entre les mains de l'État. Alors la solution nationale-socialiste ou nazie ou post-nazie ou néo-nazie, on l'a connue et elle fonctionne pas très bien puisqu'elle peut conduire déjà à un certain nombre de déportations et un certain nombre de répressions sur l'opinion publique, ce qui n'est pas évident à faire parce que pour mettre en place un régime totalitaire de ce type, il faut une garde prétorienne, il faut un leader capable de le faire et c'est pas si évident que ça. Soit on va vers une libération des peuples. Là, c'est pas facile à faire non plus, puisque les parasitocrates qui sont au pouvoir n'ont pas envie d'abandonner leurs prérogatives et surtout leurs revenus. Donc on est à la croisée des chemins. Ce dont on est sûr, c'est que les régimes actuels des social-démocraties, alors je ne parle pas du régime chinois parce que c'est déjà un régime de type national-socialiste dans la pratique, mais les démocraties de type américaine ou européenne, elles vont être à la croisée des chemins. Elles vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Soit pour aller vers quelque chose de plus étatique et de plus dur, soit pour aller vers quelque chose de plus libéral. Mais il va falloir faire un choix. Donc on est à la veille de cette révolution, de ce changement de paradigme qui est la fin de la social-démocratie, qui a été mis en place à grande échelle en 1945 avec la religion des droits de l'homme, avec tout ce qui va avec. Et tout cela va disparaître d'une manière ou d'une autre. Ça va disparaître dans un sens ou dans l'autre. Moi naturellement je suis positionné, vous le savez, pour mener le peuple français vers sa libération et vers le pouvoir. Parce qu'il faut bien comprendre que libérer le peuple, lui donner plus de liberté d'expression, lui donner la capacité de se défendre face aux agresseurs, ça n'est pas le chaos. C'est peut-être l'anarchie, mais ce n'est pas le chaos. Au contraire, c'est l'ordre citoyen. C'est l'ordre de citoyens conscients, responsables et libres. C'est l'ordre des francs. C'est le retour à l'ordre franc. Donc c'est un ordre. On n'est pas dans l'ordre national-socialiste, mais c'est un ordre qui tranche avec le désordre actuel et avec l'ambiguïté actuelle, où on a une société qui est libérale et semi-répressive. On est entre deux eaux. Mais là, il va falloir que les gouvernements tranchent. Et je pense qu'on s'y achemine assez rapidement et très rapidement. En tout cas, je ferai le point régulièrement avec vous sur ce sujet, puisque c'est le sujet central de mon combat politique, et c'est le sujet central de la Révolution. Merci à tous, et je vous dis à bientôt.